Et nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités. Bonjour Cécile Bellencontre. Bonjour. Alors Cécile, vous avez le rythme dans la peau puisque vous travaillez pour la Swing Factory. C'est une école de danse qui met à l'honneur les années folles avec des danses comme le Lindy Hop. Ça se passe dans le Finistère, à Brest, Quimper ou encore Fouesnant. Alors vous nous en parlez tout à l'heure et puis vous nous ferez même un petit pas de danse. On a vraiment hâte, ce sera en fin d'émission. Claude Demeure, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé la plateforme de recherche de stages et de stagiaires, ça s'appelle Allez-vous. Face à vous, Karine Quéré. Bonjour Karine. Bonjour. Alors vous travaillez au bureau Information Jeunesse de Brest et tous les deux, dans un instant, vous donnerez les bons conseils aux étudiants pour trouver un stage cette année. Bonjour Cécile Baudouin. Bonjour. Alors vous militez pour le parti La France Insoumise et aujourd'hui vous venez de nous parler entre autres de la mobilisation du 23 septembre prochain. C'est tout de suite dans l'instant politique. Bonjour Julie. Alors votre parti, la France Insoumise, organise ce qu'elle appelle la première grande marche anti-Macron du quinquennat. Ça se passera ce samedi à Paris. Alors le thème semble large. Malgré tout, pour vous, quelle est la revendication principale ? Eh bien, la revendication principale, c'est de montrer, en fait, comme on l'a fait à l'Assemblée depuis les élections législatives, qu'on est la vraie force d'opposition au pouvoir en place. Ça permet non seulement de faire une vraie démonstration de force, mais pour les militants de la France Insoumise, c'est aussi se rendre compte de notre force. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des endroits où c'est difficile de faire progresser nos idées, où on se bat pied à pied tous les jours. Et c'est vrai que se retrouver tous ensemble au même endroit, c'est un vrai un boost. Le 18 mars, quand on s'est retrouvés la dernière fois, c'était bien. C'était bien, ouais. Une vraie démonstration de force. Pour que ça en soit une, il faudrait que vous réunissiez combien de personnes ? Alors, au niveau des chiffres, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont venir de toute la France. Comme on a mis des cars en place, donc ça va être. Il y en aura au départ de Brest, dans le Finistère ? Oui, au départ de Brest, qui passera par Morlaix, et puis au départ de Rennes également. Donc il y aura un cortège breton de Bastille à République samedi. Et je pense que de toute manière, ce sera un succès, puisqu'on répond quand même souvent au rendez-vous, et on est là dans toutes les manifestations visibles. Alors, depuis les élections, les dernières élections, l'épisode électoral qu'on a eu, Jean-Luc Mélenchon semble être devenu la principale force d'opposition. Dans un sondage BVA de mi-septembre, il recueille 34% des suffrages à la question « Quelle personnalité incarne le mieux l'avenir de la gauche ?» Sur le fond, pourtant, difficile de remettre en question les ordonnances qui ont été validées par l'Assemblée nationale. Une dizaine de députés de la France Insoumise. Quelle est la stratégie, finalement, à part occuper cet espace médiatique ? Alors on est 17 exactement. Oui, voilà, une dizaine ou 17. Une vingtaine du coup plutôt. Une vingtaine, allez. Et alors c'est vrai qu'on a quand même, et je pense que c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon est arrivé du coup premier dans ce sondage, c'est parce que les 17 députés insoumis et insoumises ont réussi à se faire entendre d'une manière absolument inégalée. Mais à part se faire entendre, comment faire pour faire passer après, les idées ? c'est vrai qu'il y a la rue, et c'est ça qu'on va montrer déjà samedi. Et c'est ça qu'on a d'ailleurs déjà montré le 12 à Brest et dans d'autres villes de France. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un cortège France Insoumise dans ces manifestations. Et on est également là, localement, dans tous les rassemblements qui, nous semble-t-il, méritent notre soutien, que ce soit pour les contrats aidés, ou pour la ferme de Traembihan. Bon, ça, c'est des problématiques locales à Brest. Mais c'est vrai que dans toutes les régions, c'est ce que la France Insoumise essaye de faire. Alors, grosse semaine de mobilisation. Il y aura aussi dans la rue, il y a eu les routiers, les syndicats, la France Insoumise. Tout le monde semble partir à des dates différentes. Même au sein de l'hémicycle, il y a quelques frictions entre le Parti communiste et la France Insoumise. Est-ce que l'union ne fait pas la force finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts communs dans tout ça ? Alors l'union, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on aspire tous, mais il faut que ce soit une union qui soit sur des bases solides. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit d'accord sur l'essentiel. Et tant que ça n'arrive pas, eh bien, je pense qu'il n'est pas complètement impensable que chaque force fasse sa manifestation. Après, évidemment, dans le temps long auquel nous, on est toujours en train d'essayer de penser, on sait qu'il va falloir unir nos forces, évidemment, pour s'opposer au gouvernement Macron.
Une dernière question rapidement. Benoît Hamon a indiqué qu'il serait présent, ancien candidat socialiste à la présidentielle. Alors il a quitté le parti, il sera là avec son mouvement du 1er juillet. Est-ce qu'au sein du PS finistérien, il y a aussi des rapprochements? On sait que le secrétaire départemental, Marc Coatanea, qui est plutôt proche de Macron, devrait quitter la tête de la fédération départementale. Est-ce que malgré tout, au sein des militants, il y a des rapprochements? Non, absolument pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Après, les militants, évidemment, font... comme on leur semble, mais en tout cas, il n'y a pas eu de rapprochement au niveau des idées entre le Parti socialiste dans le Finistère et nous. Merci beaucoup, Cécile Baudouin, en tout cas, d'être venue sur ce plateau. Merci Julie. Et maintenant, parlons de stage. Vous êtes étudiant, vous venez à peine de faire votre rentrée scolaire et déjà vous vous inquiétez de trouver un bon stage en entreprise cette année. Aujourd'hui, on vous donne quelques astuces pour trouver le stage idéal peut-être. Karine, je rappelle que vous travaillez donc pour le Bureau Information Jeunesse à Brest. Claude, vous étiez professeur et vous avez créé la plateforme de recherche de stages et de stagiaires Alézou. À quel moment de l'année les étudiants se mettent en quête de trouver un stage? Karine, vous qui voyez beaucoup d'étudiants, est-ce que souvent ils s'y prennent un petit peu trop tard? C'est un peu ça le sens de cette question. Alors parfois ils s'y prennent tard, mais on constate quand même que dès le début de l'année, dès septembre-octobre, les étudiants souhaitent, en tous les cas, c'est une préoccupation. La majorité s'y prend quand même à temps? Oui, pour la majorité, ils essayent de s'y prendre assez tôt. Les professeurs aussi les sollicitent. En tous les cas, nous sommes sollicités par certains établissements scolaires aussi pour donner des conseils sur le CV, la lettre de motivation, comment s'y prendre, comment cibler les entreprises, quel secteur, etc. Vous aussi, Claude, via la plateforme, vous remarquez les inscriptions se font assez vite après la rentrée? Oui, tout à fait. Mais ça dépend aussi du type de formation. Oui. Il y a des formations qui ont simplement un stage en mai-juin. Oui. Donc ceux-là, ils ont un petit peu plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils commencent à chercher tout de suite. Et puis d'autres formations ont des stages en novembre, juste après la Toussaint. Et là, ils sont effectivement sur le Alors justement, sur le terrain quand on se lance dans ces recherches, est-ce qu'il vaut mieux ratisser large, envoyer une centaine de CV dans un tas d'entreprises du secteur qu'on vise, ou au contraire peut-être choisir 2 ou 3 entreprises qu'on a vraiment envie d'intégrer pour un stage et s'y intéresser fortement? Claude, je vous laisse répondre en premier là-dessus. Je pense d'abord qu'il faut bien maîtriser, bien connaître sa formation. C'est bizarre à dire, mais c'est pas étonnant de voir des étudiants qui ne savent pas trop quoi raconter aux chefs d'entreprise, une fois qu'ils l'ont en face d'eux, parce qu'ils ne savent pas quoi dire sur leur stage. Ils ne connaissent pas, ou ils n'ont pas bien écouté en classe, sur les attendus en matière de stage et sur les compétences qu'ils doivent développer pendant le stage. Et je pense que s'ils ne maîtrisent pas bien ça, ils peuvent contacter 50 entreprises, ils ne seront pas très bons. Donc le premier conseil, c'est peut-être de bien lire l'annexe pédagogique. Et de savoir ce qu'on va chercher pendant son stage. Et de savoir ce qu'on va chercher, voilà. Et puis d'écouter en classe, parce qu'évidemment, les enseignants leur expliquent tout ça. Karine, vous êtes d'accord avec ça? Oui, avec Claude, c'est-à-dire les objectifs, c'est important, et aussi avoir une connaissance du métier. Parfois, ils n'ont pas du tout de connaissance. Enfin, on leur dit, mais quand vous allez en stage, c'est aussi être sur une mission, un poste, et finalement, parfois, ils n'ont pas vraiment de connaissance sur... ils ont le secteur en particulier, mais pas forcément sur les métiers. Donc, on essaie de travailler ça avec eux aussi, les fiches métiers, et surtout les objectifs de stage. Et puis, c'est-à-dire qu'eux, ils ont des objectifs à valider, et qu'est-ce qu'ils vont apporter aussi à l'entreprise? Ça, c'est aussi, ça va dans les deux sens. Voilà, ça va dans les deux sens et c'est aussi important. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir une bonne connaissance, en tous les cas après, quand on postule, de connaissance de l'entreprise pour savoir justement ce qu'on va pouvoir proposer. Et alors, ma question du début, c'était 100 CV d'un coup ou 2-3 entreprises? Du coup, 100 entreprises, ça me paraît un peu beaucoup. Je vais dans les extrêmes exprès. Voilà, c'est ça. Après, non, tout dépend aussi du secteur d'activité, comment on présente. Après, normalement, c'est une lettre pour une entreprise, donc il faut quand même cibler. Bien connaître l'entreprise ou la structure pour laquelle on postule, ça peut paraître un peu bateau de rappeler ça, mais c'est quand même important de montrer à la personne qu'on s'intéresse à son entreprise. Certains ne le font pas. Bien sûr, c'est obligatoire. Et pour faire une lettre de motivation qui va toucher le chef d'entreprise, il faut effectivement bien connaître l'entreprise, lui parler de son entreprise et puis savoir lui dire ce qu'on va pouvoir lui apporter modestement, ça dépend du niveau,
mais je pense que tout élève en bac pro, par exemple, ou tout étudiant, c'est peut-être plus facile, peut apporter quelque chose à une entreprise. Mais il faut bien connaître cette entreprise. Ouais. Alors Claude, vous, si vous avez lancé votre plateforme de recherche de stage à l'ESU, c'est parce que vous trouviez qu'il y avait de grosses lacunes côté outils pour mettre en relation justement les entreprises et les étudiants. Expliquez-nous un petit peu justement ce qui fait qu'à l'ESU est différente d'autres plateformes de recherche de stage. Alors il y avait deux choses. Effectivement, il n'y avait pas d'outils, encore une fois, pour les élèves en bac pro, les étudiants en BTS, en IUT. Il n'y avait pas vraiment d'outils spécifiques. Il n'y avait pas d'outils qui intégraient les enseignants. Ouais. Ça, c'est une des particularités d'Alézou, d'ailleurs. C'est une des particularités. Ouais. Et avec Alézou, le prof, donc il y a une classe de 35 élèves par exemple, va pouvoir suivre l'avancement de la recherche de stage de tous les élèves, enfin de chacun des élèves de sa classe. Ils le font bien, ça ça se fait automatiquement, en temps réel, à chaque fois qu'ils contactent une entreprise. Les fiches avancent dans un tableau de bord automatiquement. Vous avez l'impression, Karine, de voir l'investissement des professeurs aussi dans la recherche de stages pour leurs étudiants? C'est aussi important et on voit qu'ils sont investis. Enfin, nous, en tous les cas, tous les professeurs qu'on a rencontrés, ils sont investis. Là, je parle plutôt des niveaux BTS. Après, je pense que c'est le cas pour l'ensemble des filières. Nous, ce qu'on donne comme conseil aussi aux étudiants, c'est qu'effectivement, ils sont dans un parcours scolaire, c'est important, mais il y a aussi toute la partie, ce qu'on appelle souvent la formation complémentaire et qu'ils oublient toujours, c'est aussi toutes les choses qu'ils peuvent faire à côté de leur cursus scolaire. Oui, parce que quand on est une vingtaine d'années, on n'a pas toujours non plus un CV très long, on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle encore. Qu'est-ce qu'on met du coup Tout à fait, quand c'est la première fois qu'on cherche un stage, on est un petit peu perdu, on ne sait pas comment s'y prendre, c'est quoi un CV, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans. Finalement, on se rend compte qu'ils ont, pour certains, déjà beaucoup d'activités sportives, culturelles, bénévoles. Parfois, certains encadrent des plus jeunes le mercredi ou le samedi. Et finalement, pour eux, ils se disent bon, c'est pas forcément très important. Pour d'autres, il y a aussi des emplois saisonniers. Et nous, on essaie en tous les cas de valoriser tout ça et de leur donner des conseils. Et puis, ce sera aussi utile pour la lettre de motivation. Quand on dit je suis organisée, courageuse, ça ne suffit pas en fait. Il faut pouvoir le prouver, l'illustrer. Et on peut l'illustrer bien sûr à travers les travaux scolaires, mais aussi à travers toutes les activités qu'on peut réaliser au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses, au contraire, justement, des termes, des adjectifs ou des formules à bannir absolument dans une lettre de motivation ? Dans une lettre de motivation, d'ailleurs, parce que ce n'est pas dans le CV qu'on les met. Il faut être positif, et effectivement, il ne faut pas être négatif. Il ne faut surtout pas faire de copier-coller. Il faut adapter sa lettre de motivation à l'entreprise. Est-ce qu'il y a des formules dont les entreprises, qui rendent allergiques les entreprises quand ils lisent 10 fois la même? C'est dans une lettre de motivation, on dit « je suis motivé ». Oui, c'est ça. Effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Et comme vous le disiez, il faut effectivement mieux le prouver par une expérience, avec peut-être un résultat à côté de cette expérience. Et là, effectivement, le chef d'entreprise va pouvoir être séduit. Essayer d'être un peu original, ça marche, ça vous le préconisez au niveau du fond, oui. Au niveau de la forme, ils ne sont pas dupes et ça ne sert pas à grand-chose. La forme, elle sert juste à être claire, lisible, à aller à l'essentiel. Mais être original au niveau du fond, sans trop, pour sortir du lot, puisque le chef d'entreprise, il reçoit peut-être 10 lettres de motivation par semaine ou plus. Et il faut effectivement ressortir du lot et l'originalité peut servir. Le temps file et Karine, je voulais que vous nous disiez un petit mot sur justement les stages à l'étranger. C'est possible aussi et le Bureau Information Jeunesse, c'est son rôle aussi d'orienter les étudiants là-dedans. Oui, on travaille aussi sur la mobilité internationale beaucoup. Donc là, c'est plutôt ma collègue qui est en charge de la mobilité internationale. On organise un événement. Un événement, donc c'est le 14 octobre, de 10h30 à 17h30 à la médiathèque François Mitterrand, donc au Capucin à Brest. Et donc là, c'est, si on a envie une journée de viser l'international. Sur la mobilité internationale, mais au quotidien, Oblige. Et puis, il y en a beaucoup à Brest. Oblige, on peut venir s'informer déjà sur les stages à l'étranger. On trouve aussi des informations sur notre site internet. On peut prendre rendez-vous si besoin, donc ça c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant en fonction de nos horaires d'ouverture. Parfois on se dit je ne suis pas disponible, mais on peut prendre rendez-vous et voilà. Que ce soit les stages en France ou à l'étranger, en tous les cas on donne des conseils sur le CV, lettre de motivation. Merci pour ces bons conseils. Avant de se quitter, il reste une petite minute. Peut-être un souvenir de stage, Julie. Un souvenir de stage, très bien. Mais je vais poser la question à quelqu'un d'autre après.
Non, moi je crois que c'était quand j'étais étudiante en journalisme et j'étais dans une radio à Poitiers, donc dans la Vienne, et j'interviewais un grand chef d'entreprise et j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc voilà. Donc il faut trouver un subterfuge pour reposer les questions sans se dire mince, j'ai oublié de faire quelque chose. Et voilà. Cécile Baudouin, votre premier erreurs. stage, vous vous en souvenez Eh bien, le premier, c'était le fameux stage en entreprise En de troisième. troisième. Oui, oui. Et j'étais allée, donc j'étais à Rennes à l'époque, et j'étais allée dans une bibliothèque. Donc c'était 3 jours, et j'avais fait les emprunts de livres, donc scanner les Sympa. codes barres, ranger les livres. Oui, oui, ça m'avait beaucoup plu. Merci peut-être Claude, pour finir, votre premier... Vous vous souvenez, vous avez un souvenir de stage? Oui, alors c'était à Lyon et j'avais fait une étude de marché pour une entreprise qui était dans l'électroménager. Voilà, j'avais Bah, c'est étudié bien, la c'est varié. concurrence. Les expériences sont variées autour de cette table. Merci beaucoup, en tous les cas, Karine Quéré et Claude Demeure. On retrouve toutes les infos pratiques pour en savoir plus sur la plateforme Allez-ou ou sur le bureau d'information jeunesse de Brest via notre site tbo.mezh. Et tout de suite, on passe à l'instant plus. Cécile, belle rencontre. Donc, avec votre conjoint, vous gérez l'école de danse La Swing Factory, qui propose des cours de danse à Brest, à Quimper ou à Fouesnant. Des danses comme le Lindy Hop. C'est quoi le Lindy Hop, Cécile? Alors, le Lindy Hop, c'est une danse qui est née dans les années folles, dans les années 20 aux États-Unis, et qui se danse sur du jazz, du swing plus particulièrement. À deux? À deux. Ouais. Forcément à deux. Le Lindy Hop, oui. Après, il y a des séquences en solo, mais il y a d'autres danses swing qui se dansent en solo. Le Charleston, qui se danse aussi en couple. Les claquettes, ça reste des danses swing. Et on a également le blues et le balboa qui complètent un peu le panel des danses swing. C'est une danse qu'on voit beaucoup revenir à la mode. Est-ce que vous avez une explication là-dessus? Pourquoi ça revient un petit peu sur le devant de la scène? Déjà, il y a l'engouement pour le vintage dans l'absolu, les vêtements, le look vintage. On prend un peu. On s'habille vintage On s'habille quand on fait pour du les Lindy Hop. soirées, pour les festivals. Il y a aussi, je pense, un peu le contexte ambiant. Je pense un peu à la morosité générale. On invite quelque chose de joyeux. C'est ça. de... Le swing, c'est né pendant l'entre-deux-guerres et les gens, ils avaient pas mal de choses à évacuer, à oublier, envie de faire la fête, de ne pas se poser de questions, pouvoir faire des choses rigolotes, Légères. des fois ridicules, légères, sur de la bonne musique. Donc ça, je pense que ça joue beaucoup. Et il y a aussi eu quelques films qui ont remis toutes les danses swing au goût du jour. Le dernier en date, je pense que c'était La La Land. Il y a eu Midnight in Paris aussi. Et j'en passe. Donc un bel engouement. Donc vous proposez, donc je rappelle, un des cours à Brest, Quimper ou Fouesnant. Comment ça se passe les cours? On peut venir quand on est débutant? Est-ce qu'il faut venir avec son partenaire? On peut venir tout seul? Alors, on trouvera on un partenaire peut- sur place? Ça se passe comment? Vaste question. On peut venir quand on n'a jamais dansé, même si on n'a rien dansé du tout de sa vie. Il n'y a pas de souci, pas de prérequis. On apprend depuis les bases, il y a différents niveaux. Donc il y a le cours débutant, c'est vraiment débutant. Il y a pas de, on n'a jamais vu personne ne pas du tout réussir. Ouais. Après, avec un partenaire, c'est l'idéal pour les danses de couple. Maintenant, il y a plein de gens qui viennent danser seuls. Donc en général, ils trouvent un partenaire, des partenaires pendant les cours, puisqu'on change de partenaire tout le temps dans les D'accord. cours pour pas s'habituer à quelqu'un. S'habituer à danser avec tout Pour- le monde. voilà. Bah écoutez, moi j'ai envie que vous nous fassiez une petite démo, parce que j'ai l'impression que c'est sportif quand même, qu'on se défoule bien pendant les Ça cours. dépend des rythmes de la musique, Bah, mais on peut, ouais. On va tester. Alors vous êtes venu avec Christophe, je vous laisse aller vous installer sur scène, on vous regarde. Puis si ça nous tente avec Julie, on fera un petit pas de danse avec vous après. voilà. Allez, on vous regarde stage pour de danse. l'instant. On vous laisse vous installer.
Bravo, bravo à tous. Alors je vais venir vous rejoindre. Effectivement, c'est sportif. Enfin, je vais mettre avec vous sur la scène. Peut-être Julie peut venir. Vous allez nous montrer un petit peu. Parce que vous disiez, Cécile, que c'était accessible aux débutants. Oui. Un peu de Charleston solo? Alors Charleston, comment on fait? Commence avec les jambes droites. On la met devant. Derrière. Gauche. Hop. Alors je répète comme vous n'avez pas de micro. Hop, là, jambe gauche, droite. Gauche. On voit que vous étiez dans le rythme, alors nous, on est moins... Ah, Julie s'en sort bien, hein, je trouve que... On fait le truc avec les... Ah, j'adore. Yes. Super, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul. D'accord. Et alors, acquérir les choses comme on vous voyait faire, de vraiment être synchronisé, ça met quand même quelques temps à... Quelques semaines à s'installer quand même. En 6 mois, les élèves dansent dans les soirées sans problème. Très bien comme ça. Ouais. Bon, bah moi, ce que j'ai envie de faire, c'est se quitter avec vous qui dansez. Donc, on va vous laisser danser. Et puis nous, on se quitte. On se retrouve demain, même heure. Et dans un instant, après la météo, vous retrouvez votre magazine cinéma. Et on se quitte avec Christophe et Cécile. Ciao.